Ces femmes étaient de fières de leur beauté, sans savoir qu'elles séduisaient des prédateurs mortels. De Judith Mawson, adorée par son mari pour son apparence sexy mais inconsciente du monstre qu'il était réellement, à Cathy Wilson, dont la beauté juvénile a captivé un tueur, qu'est-il advenu des épouses de célèbres meurtriers en série après que la vérité a été révélée? Où sont-elles aujourd'hui? Sont-elles passées à autre chose? Continuent-elles à faire tourner les têtes et à séduire de nouveaux hommes? Ou le temps a-t-il volé leur charme? Découvrons l'effrayante suite des événements. Darcy Brudos et Jérôme Brudos. Darcy Brudos a été mariée pendant 8 ans au tueur en série Jérôme Brudos et ne l'a jamais dénoncé à la police, même lorsque des jeunes femmes de la région ont commencé à disparaître et qu'il a ramené à la maison un sein de femme coupé pour s'en servir comme presse-papier. Bien qu'elle soit exceptionnellement sexy et incroyablement attirante, ce qui explique en grande partie pourquoi Jérôme était attiré par elle, elle lui obéissait sans hésiter, y compris lorsqu'il lui demandait de rester à l'intérieur de la maison. Elle avait l'habitude de dire « Bien sûr, Jérôme, pas de problème ». En outre, il est étrange qu'elle n'ait pas pu entrer dans plusieurs pièces de sa propre maison. Les Brudos devaient également avoir des portes exceptionnellement épaisses si Darcy n'a jamais entendu le moindre bruit lorsque son mari suspendait des filles à des crochets au plafond, jouait à se déguiser avec elles, les maltraitait et finissait par les étrangler jusqu'à ce que mort s'ensuive. Darcy savait que Jérôme avait envie de se travestir, car il l'avait déjà abordé en sous-vêtements féminins et en talons. Mais elle n'a rien dit. Elle a également fermé les yeux lorsqu'elle l'a surpris en train de développer des photographies de femmes nues et lorsqu'il a quitté la maison tard dans la nuit pour fouiller dans les tiroirs à culottes d'inconnus. Manifestement, Darcy savait qu'il se passait quelque chose ou était dans le déni le plus complet. Une voisine a même déclaré avoir vu Darcy aider Brudos à porter une victime. Elle a toujours nié avoir eu connaissance des meurtres et a depuis divorcé de Jérôme, changé de nom et déménagé avec leurs enfants dans un lieu inconnu. Direction l'Alaska, où Darla Marie Hansen est restée aux côtés de son mari, Robert Hansen, aussi longtemps qu'elle l'a pu. Darla Marie Hansen et Robert Hansen. Le tueur en série Robert Hansen, qui a avoué avoir enlevé, maltraité et assassiné 17 femmes en Alaska entre 1971 et 1983, a dit à sa jeune et bien-aimée épouse qu'il avait obtenu une licence de pilote et un petit avion pour chasser le gros gibier dans les régions sauvages de l'Alaska. En réalité, il emmenait des prostituées dans des zones reculées de la nature après des jours de torture, les déshabillait et les chassait ensuite comme des animaux. Sa femme, Darla Marie Hansen, est restée aux côtés de son mari tout au long de ses démêlés avec la justice. Hansen a été arrêtée à 2 reprises en 1971. Une première fois pour avoir tenté d'enlever une femme sous la menace d'une arme à feu dans son appartement du sud d'Anchorage, et une seconde fois pour avoir maltraité une travailleuse du sexe non identifiée. Bien que le deuxième chef d'accusation ait été abandonné dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Hansen a été inculpé de 5 ans pour le vol et a purgé 6 mois de prison avant de rejoindre un programme de libération par le travail. Pendant cette période, Darla lui a rendu visite en prison, les enfants à la main, même si Bob savait que c'était profondément humiliant pour elle. Elle est restée avec lui, bien qu'il ait été verbalement violent envers elle et les enfants. Darla était profondément croyante et pensait pouvoir l'aider, que le fait d'amener Bob à fréquenter l'église le guiderait sur le chemin de la droiture. Toutefois, à sa connaissance, cela n'allait pas au-delà de la sollicitation de prostituées aux petites heures de la nuit. Elle ignorait que son mari était un tueur jusqu'à sa condamnation. Lorsque Hansen a été condamné en 1983, Darla a divorcé et s'est installée avec leurs 2 enfants dans l'Arkansas. Ensuite, nous avons Faina Chikatilo, qui croyait que son mari était impuissant, sans savoir qu'il s'était tourné vers le meurtre pour satisfaire ses désirs. Faina Chikatilo et Andrei Chikatilo. Être marié à un homme pendant près de 30 ans, alors qu'il commettait plus de 50 meurtres, il devait y avoir des signes de sa folie. Le tueur en série russe Andrei Chikatilo est soupçonné d'avoir maltraité, assassiné et même cannibalisé une centaine de victimes. Pourtant, sa femme Faina assure qu'elle n'a jamais rien soupçonné. Après avoir avoué avoir mangé des parties du corps de ses victimes après sa condamnation en 1992, il a été surnommé l'éventreur de Rostov et le boucher de Rostov par les médias locaux. Le meurtrier a déclaré lors d'entretiens ultérieurs qu'il était incapable de maintenir une érection avec sa femme, bien qu'il la trouve très attirante. Il a conçu leur fille en insérant manuellement son sperme dans sa femme avec ses mains. Chikatilo a ensuite maltraité et agressé d'autres femmes et enfants. Lors de son premier meurtre avéré, en 1978, il a attiré Yelena Zakotnova, 9 ans, dans une cabane délabrée et a avoué avoir éjaculé pendant qu'il poignardait l'enfant à mort. Il est possible qu'elle ait volontairement gardé ses secrets, car elle lui a donné un alibi en béton
lorsqu'il a été accusé d'avoir tué une fillette de 9 ans. Elle a déclaré au Moscow Times « Si j'avais su ce que mon mari faisait pendant toutes ces années, j'aurais bien sûr fait quelque chose pour l'en empêcher. Mais comment aurais-je pu le savoir ?» Fayina n'a jamais été accusée d'avoir participé à ces crimes et a continué à mener une vie tranquille et privée en Russie. Elle a largement évité le regard du public et l'attention des médias après son exécution. Pour la suite, nous avons Nancy Jo Lynch, qui a quitté son mari, John Robinson, lorsqu'elle a appris qu'il était un tueur en série. Nancy Jo Lynch et John Robinson. John Robinson et Nancy Jo Lynch, âgés d'une vingtaine d'années, se sont rencontrés à Chicago en décembre 1963. Nancy, avec sa silhouette séduisante et sa beauté indéniable, attire immédiatement l'attention de Robinson, qui est rapidement attiré par sa beauté. Au cours de l'un de leurs premiers rendez-vous, Robinson la demande en mariage et 3 mois plus tard, le couple se marie, attend son premier enfant et s'installe à Kansas City. Le couple a ensuite eu 4 enfants. Au cours des premières années de leur mariage, la famille a beaucoup déménagé, principalement parce que Robinson fuyait la justice. Si sa femme ignorait que son mari était un tueur, Lynch connaissait ses autres crimes grâce à ses arrestations et à ses courts séjours en prison. En même temps, il menait une seconde vie qui incluait des relations sexuelles sadomasochistes et des meurtres en série. La police a arrêté Robinson en 2000 après que 2 femmes l'ont dénoncé pour agression et vol. Lorsque les autorités ont découvert 2 barils contenant des corps sur la propriété agricole de Robinson, des accusations de meurtre ont rapidement suivi. Quelques jours après son arrestation, sa famille a publié une déclaration. « Nous n'avons jamais vu de comportement qui nous aurait amené à croire que ce que nous entendons aujourd'hui était possible. Bien que nous n'ignorions pas les informations qui ont été et continuent d'être révélées, nous ne connaissons pas la personne dont nous avons lu et entendu parler à la télévision. » En 2002, Robinson a été accusé de 3 meurtres et condamné à la peine de mort. Au cours des années qui ont suivi, les autorités l'ont associé à 5 autres décès. Lynch a demandé le divorce de Robinson en 2005. Comme Nancy Jo Lynch, Sharon Huddle a choisi de quitter son mari, Joseph DeAngelo, après avoir découvert les crimes horribles qu'il avait commis. Sharon Huddle et Joseph DeAngelo. L'un des tueurs en série les plus célèbres de Californie, Joseph DeAngelo, a commis au moins 51 viols, 13 meurtres et 120 cambriolages de résidences entre 1974 et 1986. 2018, DeAngelo, alors âgé de 72 ans, a été arrêté pour 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré après que l'un des membres de sa famille a soumis son ADN à une société de généalogie génétique. Sharon Huddle, avocate spécialisée dans le droit de la famille, a épousé DeAngelo en 1973. Il a rencontré Sharon alors qu'elle étudiait le droit de la famille à California State Sacramento et que lui étudiait la justice pénale. Sharon, avec sa beauté stupéfiante et son indéniable sex appeal, a rapidement attiré l'attention de DeAngelo. Le couple a été marié pendant 40 ans avant de se séparer en 1991, mais leur divorce n'a jamais été prononcé. En apparence, DeAngelo était un homme intègre. Il a reçu plusieurs médailles pour son service au Vietnam, où il a perdu un doigt, et le Sacramento Bee l'a même présenté comme une nouvelle recrue prometteuse pour le service de police. À la naissance de sa première fille en 1981, DeAngelo avait déjà commis au moins 50 méfaits sous le nom de East Area Rapist et cambriolé une centaine de maisons sous le nom de Visalia Ransacker. Sa femme et lui ont eu 2 autres enfants. On sait peu de choses sur Huddle et elle n'a fait qu'une seule déclaration publique depuis l'arrestation de son ex-mari. La presse a cherché sans relâche à m'interviewer. Je ne donnerai plus d'interviews dans un avenir prévisible. Je demande à la presse de respecter ma vie privée et celle de mes enfants. Mes pensées et mes prières vont aux victimes et à leurs familles, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par le bureau du shérif du comté de Sacramento en 2018. Alice Carignan est une autre épouse d'un tueur en série qui a choisi de divorcer d'Harvey Carignan pour échapper à son sombre passé. Alice Carignan et Harvey Carignan. Alice Carignan était connue pour sa silhouette séduisante et pour faire tourner les têtes partout où elle allait. Elle se distingue comme étant la femme de cette liste qui a échappé le plus rapidement à son mari meurtrier. Après un peu plus d'1 an de mariage, elle a divorcé de Carignan, le violeur et tueur en série tristement célèbre, sous le nom de Harve le Marteau. Carignan utilisait des avis de recherche pour attirer ses victimes, puis les violait et les assassinait à l'aide d'un marteau. Cathy Sue Miller a vu une annonce de Carignan concernant sa station-service en mai 1973. Lorsqu'elle s'est présentée, il l'a violée et l'a tuée à coups de marteau. Sa dépouille a été retrouvée des mois plus tard lors d'une randonnée de 2 garçons dans la réserve amérindienne située au nord d'Everett, dans l'État de Washington. Son corps était recouvert de plastique et son crâne était perforé par un marteau.
Harvey battait Alice et ses 2 enfants, et apparemment son fils de 11 ans était le plus intelligent de tous, car il s'est lassé des abus après seulement 2 mois et est parti vivre avec son vrai père. Après avoir trouvé un bouton de robe de femme dans la voiture de Harvey et enduré environ 12 mois supplémentaires de cruauté, Alice finit par se rendre à l'évidence et, en 1973, met Harvey à la porte. Elle a vraiment de la chance de s'en être sortie indemne, car la petite amie suivante de Harvey a été retrouvée morte dans les bois, après avoir reçu de multiples coups de marteau à la tête. Il aurait été utile qu'Alice relève plus d'indices pour éviter de nouvelles victimes, mais au moins elle est partie assez tôt pour éviter le traumatisme mental de réaliser qu'elle avait partagé sa vie avec un tueur en série. Ensuite, nous avons Mary Elizabeth, qui a été stupéfaite de découvrir la folie meurtrière de son mari, Mary Elizabeth Harriman et Russell Williams. Mary Elizabeth a passé 19 ans mariée à Russell Williams, un renifleur de culottes, travesti, violeur et meurtrier, et n'a apparemment jamais pensé qu'il était autre chose qu'un excellent mari. Pour être honnête, il était un colonel très respecté des forces armées canadiennes et avait trompé toute une base militaire, mais elle a tout de même vécu avec cet homme. Le couple possédait 2 maisons, toutes 2 remplies de souvenirs de ses crimes. En véritable militaire, il avait le souci du détail et tenait un registre méticuleux de ses crimes, avec des coupures de presse, des photos de ses victimes et des vidéos d'actualité qu'il cachait dans des endroits tels que la cave, le piano et un sac de sport. Caché ou non, après 19 ans, un grand ménage de printemps aurait certainement permis de découvrir quelque chose. De plus, Russell était un voleur de culottes notoire et gardait les récompenses de ses cambriolages à la vue de tous. Les sous-vêtements féminins et les jouets sexuels étaient négligemment rangés dans des sacs et des boîtes au sous-sol et dans le garage, où Mary Elizabeth aurait pu facilement tomber dessus en sortant les décorations de Noël ou en cherchant un vieil annuaire. Pour la plupart des couples, la maison est le domaine de la femme, et il semble incompréhensible qu'elle soit passée devant des boîtes non identifiées sans jamais être assez curieuse pour regarder à l'intérieur. Mais peut-être savait-elle quelque chose. Des rumeurs font état d'une demande de divorce et d'un contrat domestique lui donnant la pleine propriété de l'une de leurs maisons. Cependant, personne ne peut en être sûr, car tous ces documents juridiques et financiers ont été mis sous scellé. Toutes les femmes de tueurs en série n'ont pas abandonné leur mari. Elena Popkov est restée aux côtés de Mikhail Popkov, même après avoir découvert qu'il était un tueur en série. Elena Popkov et Mikhail Popkov. Mikhail avait avoué 83 meurtres depuis son arrestation en 2012, mais sa femme, Elena Popkov, connue pour sa beauté frappante et son allure assurée, refusait obstinément de croire que son mari était un tueur. Fière de son apparence sexy, elle était souvent admirée pour sa présence captivante. Il est surnommé le loup-garou et le maniaque d'Angarsk, en raison de la nature particulièrement brutale de ses crimes. Il mutilait considérablement le corps de ses victimes et se livrait sur elles à des actes intimes. « Nous sommes mariés depuis 28 ans », a-t-elle déclaré au Siberian Times en 2015. « Si je soupçonnais quelque chose de mal, bien sûr, je divorcerais. S'il devait être libéré maintenant, je ne dirais pas un mot et nous continuerions à vivre ensemble. Je l'aime, je le soutiens », a-t-elle poursuivi. « Il ne m'a pas fait de mal pendant toutes ces années. Je me sentais en sécurité avec lui. » Popkov aurait attaqué ses victimes avec des haches, des couteaux et des tournevis. Il a décapité au moins une femme et arraché le cœur d'une autre. Selon le Siberian Times, il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait exercé son règne de terreur pendant des années pour nettoyer les rues des prostituées et il a même dit qu'il avait été poussé à l'action après avoir trouvé 2 préservatifs chez lui, soupçonnant que sa femme le trompait. Cependant, Elena et Ekaterina, la fille de Popkov, ont quitté leur ville d'Angarsk parce qu'elle trouvait trop difficile de continuer à y vivre après que les crimes de son mari ont été rendus publics. Sa fille, aujourd'hui âgée de 30 ans et qui attend un enfant, a raconté qu'il lui était impossible de croire que son père aimant pouvait être l'homme qui violait violemment ses victimes avant de les dépecer. John Wayne Gacy, un autre tueur en série notoire, a eu une 2e femme qui a choisi de rester avec lui, même après avoir appris qu'il était un tueur. Cependant, elle n'a décidé de le quitter qu'après avoir découvert qu'il était homosexuel. Carol Hoff et John Wayne Gacy. John Wayne Gacy avait 2 femmes, et Carol Hoff était celle qui était présente lors de la tuerie. Gacy a été séduit par la beauté stupéfiante et la silhouette sexy de Carol Hoff, ce qui l'a amené à l'épouser en 1972. Carol Hoff venait de divorcer et avait 2 filles de son précédent mariage. Avec ses enfants, elle s'installe dans la désormais célèbre maison de Gacy, sur Summerdale Avenue, à Chicago. Il est presque inconcevable que Carol n'ait jamais soupçonné son mari d'être un meurtrier, car tous les signes étaient là. La terrible odeur provenait des nombreux cadavres que John cachait continuellement sous la maison. Mais il lui disait que c'était à cause des souris. Étonnamment, elle ne voyait aucun problème à cette excuse. Même si elle y croyait,
Quelle épouse qui se respecte ne harcèlerait pas son mari pour qu'il la débarrasse de cette fichue odeur de rat? Pas Carol. Elle a continué à respirer l'odeur des cadavres pendant des années et des années. Avant d'épouser Carol, Gacy avait déjà purgé une peine de prison pour avoir sodomisé un adolescent. Même si Carol connaissait son casier judiciaire, elle croyait qu'il s'était amendé. En 1975, il lui a carrément dit qu'il était bisexuel et qu'ils n'auraient plus jamais de relations sexuelles ensemble. Depuis lors, il sortait tard, amenait des adolescents à la maison et gardait de la pornographie homosexuelle à portée de main. Soon after, Carol divorced John because she could no longer cope with the marriage due to her husband's unpredictable moods and bizarre obsession with homosexual magazine. On sait peu de choses sur sa vie après le divorce, car elle a choisi de préserver sa vie privée. Comme Carol Hoff, Paula a été choquée d'apprendre que son père de famille était un tueur narcissique qui prenait son pied en jouant au chat et à la souris avec la police. Paula Rader et Dennis Rader. Paula Rader était mariée à Dennis Rader, le tristement célèbre tueur en série BTK, qui a échappé à la capture pendant 34 ans. Dennis était un expert en matière de double vie, mais il a certainement laissé quelques indices à Paula au fil des ans. Le plus incroyable fut lorsqu'elle découvrit le brouillon d'un poème qu'il avait écrit sur le meurtre de Shirley Vian Relford. Le meurtre de Shirley faisait la une des journaux, et lorsque Paula l'a interrogé sur le poème, Dennis a expliqué qu'il s'agissait d'un devoir pour un cours qu'il suivait à l'Université d'État de Wichita. Paula laisse passer l'incident. Plus tard, Dennis a envoyé ce même poème, baptisé Shirley Locks, à la police en guise de raillerie. Le 15 janvier 1974, Rader a étranglé à mort 4 membres de la famille Otero, Joseph et Julie, ainsi que 2 de leurs enfants, Joséphine et Joseph Jr., dans leur maison de Wichita, avant de partir avec une montre et une radio. Il a également laissé du sperme sur les lieux et a déclaré plus tard qu'il éprouvait un plaisir sexuel à tuer. En outre, les agences de presse ont régulièrement publié les notes et les lettres de BTK et, à un moment donné, Paula a même dit à son mari que son orthographe médiocre était exactement la même que celle du tueur BTK. Oh vraiment chérie, quelle coïncidence! Il y avait d'autres signes qu'elle aurait pu remarquer. Sa voix diffusée à plusieurs reprises aux informations après qu'il eut appelé le 911 pour signaler l'un de ses meurtres, les corps retrouvés le matin après qu'il eut passé la nuit dehors, et une boîte dans leur maison remplie de souvenirs de ses crimes. Soit Paula a ignoré ces indices, soit elle n'a pas eu l'instinct nécessaire pour découvrir la vérité. Après que Rader a avoué les meurtres, Dietz a demandé un divorce d'urgence que le tribunal a accordé en juillet 2005. En Chine, nous avons le tristement célèbre tueur en série Gao Chengyong, dont la femme, Zhang Qingfang, était si profondément amoureuse qu'elle espérait que tout cela n'était qu'une erreur. Zhang Qingfang et Gao Shengyong. Gao Shengyong, surnommé le Jack l'Éventreur de Chine, a été appréhendé en 2016 après que des preuves ADN l'ont relié aux meurtres brutaux de 11 femmes et jeunes filles. Entre 1988 et 2002, au cours de sa folie meurtrière, il a volé, maltraité, mutilé et assassiné ses victimes. Gao s'est marié en 2002, poursuivant ses crimes horribles pendant des années avant sa capture. Gao Chengyong a rencontré Zhang Qingfang dans les années 1990 et ils se sont mariés en 1998. Le couple se serait rencontré par l'intermédiaire de connaissances communes et malgré le sombre secret de Gao, Zhang est tombée profondément amoureuse de lui. Elle n'était apparemment pas au courant des crimes de Gao et, lorsque son implication dans les meurtres a été révélée, elle a exprimé son incrédulité. Zhang Qingfang a déclaré qu'elle espérait que tout cela n'était qu'une erreur et qu'ils avaient capturé le mauvais homme. Dans une interview accordée à un journal chinois local, Madame Qingfang a déclaré « Je n'arrive toujours pas à l'accepter ». Elle a toutefois admis que son mari semblait visiblement ébranlé après avoir subi le test ADN. Au cours de l'enquête de police sur les meurtres, Zhang Qingfang a révélé que son mari, Gao Chengyong, avait des difficultés à dormir, ce qu'elle pense aujourd'hui être dû au stress de la découverte de ses crimes. Elle a également révélé qu'il disparaissait souvent pendant plusieurs jours, sans lui dire où il allait, mais qu'il revenait toujours à la maison avec de l'argent. Ces comportements étranges sont passés inaperçus ou ont été ignorés par Zhang, qui n'avait pas conscience de la véritable nature des activités de son mari. Il est intéressant de noter que Zhang Qingfang a choisi de rester mariée avec lui, restant à ses côtés même après sa condamnation. Leur mariage se poursuit malgré les horribles vérités qui ont fait surface. Il n'est jamais facile de vivre avec un tueur en série qui souffre souvent de graves troubles mentaux. Peter Tobin ne faisait pas exception à la règle. Son comportement dérangeant est devenu insupportable et a contraint sa femme, Kathy Wilson, à le quitter. Kathy Wilson et Peter Tobin. Peter Tobin avait 41 ans lorsqu'il a rencontré Kathy Wilson, âgée de 16 ans, en 1987 à Portsmouth, au Royaume-Uni.
À l'époque de leur rencontre, Cathy Wilson était une adolescente jeune et séduisante, souvent décrite comme ayant une beauté juvénile et une silhouette qui attirait l'attention. Sa naïveté et son charme ont contribué à sa décision d'emménager avec Tobin peu après leur rencontre. En décembre de la même année, Wilson a donné naissance à l'enfant de Tobin et le couple s'est marié en 1989. Tobin a déménagé sa famille en Écosse. Pendant toute la durée du mariage, Tobin s'est montré mentalement et physiquement violent. Wilson considérait son mari comme un homme affreux et violent, mais ne se doutait pas qu'il était aussi un meurtrier et un violeur. Il forçait Cathy à regarder comment il ramenait des prostituées à la maison, les soumettait à des violences et les utilisait pour son propre plaisir. Pourtant, elle affirme n'avoir jamais cru qu'il irait jusqu'à commettre un meurtre. À l'âge de 19 ans, elle s'est échappée de leur domicile, emmenant leur jeune fils avec elle. Wilson permettait toujours à Tobin de voir leur fils et pense qu'il a utilisé leur enfant pour attirer 2 adolescentes dans son appartement, où il les a droguées et violées. La police a arrêté Tobin, qui a été condamné à 14 ans de prison. Wilson, soulagée de s'éloigner de Tobin, n'a pas autorisé leur fils à rendre visite à son père incarcéré et elle a entamé une procédure de divorce en 1993. Wilson était paranoïaque à l'idée que Tobin découvre l'endroit où il vivait et elle déménageait donc tous les 6 mois. Interrogée sur le fait qu'elle déménage constamment, elle a répondu « Je suis absolument convaincue que cet homme me tuera lorsqu'il sortira de prison. Je sentais au fond de moi que je l'avais tellement offensé qu'il me tuerait, mais personne d'autre. Je n'avais jamais vu le moindre signe d'agressivité à l'égard de quelqu'un d'autre. Il ne s'en prenait qu'à moi. Je le voyais assis en prison, en train de fulminer, je le sentais dans mes os. Ensuite, nous avons Judith Mawson, qui a été stupéfaite de découvrir qu'elle avait été mariée au tristement célèbre tueur de la Rivière Verte. Judith Mawson et Gary Ridgway. Judith Mawson a eu un coup de foudre immédiat lorsqu'elle a rencontré Gary Ridgway en 1985. Mawson a décrit leur rencontre dans un bar de Seattle en ces termes. « Je me suis dit, il est beau. Je me suis dit, il est beau, il est gentil, il aime la musique country. » Le couple s'est marié en 1988 et Mawson a qualifié leur mariage de 13 années de bonheur et de félicité. Mais l'homme qui faisait tout pour faire sourire sa femme était aussi le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Ridgway, surnommé le tueur de la Rivière Verte, a avoué ses crimes et a été condamné pour le meurtre de 49 femmes. Pendant 20 ans, Ridgway a méthodiquement maltraité et étranglé des dizaines de femmes, dont beaucoup étaient des prostituées ou des fugueuses, abandonnant leur corps dans une vaste zone du comté de King afin de confondre les autorités. Après la première arrestation de Ridgway, il a plaidé auprès de sa femme en disant qu'il n'était pas responsable des meurtres. Mawson l'a cru. Ridgway finit par avouer les crimes, mais stupéfie sa femme qui ne pense pas qu'il puisse être responsable de crimes aussi odieux. Mawson a coupé tout contact avec son mari après ses aveux et a traversé une période sombre de sa vie. Elle a fini par demander le divorce. Après les aveux de son mari, Madame Mawson se souvient « J'avais peur, je me cachais, j'avais honte. Je rêvais de lui tout le temps. Il n'arrêtait pas de me tendre la main. » Pour faire face à la douleur causée par son mari, Mason a commencé à écrire. En 2017, elle a publié un livre, Green River Serial Killer, Biography of an Unsuspecting Wife. Mawson a déclaré dans une interview en 2011 qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous depuis son divorce avec Ridgway. « Je ne sais pas si je pourrais un jour faire confiance à un autre homme. » Pour aller plus loin, nous avons Julie Baumeister, qui n'a pas soupçonné son mari, Herb Baumeister, alors qu'elle avait les preuves sous les yeux. Julie Baumeister et Herb Baumeister. Julie Baumeister est peut-être la plus aveugle à la vérité parmi toutes les épouses de cette liste. Julie Baumeister a peut-être été la plus aveugle à la vérité parmi toutes les épouses de cette liste. Bien qu'elle soit très séduisante, sexy et indéniablement sexy, elle a choisi d'agir avec naïveté lorsqu'il s'agissait des actions de son mari. On lui a donné un pistolet fumant, ou plus exactement un crâne humain, mais elle a quand même cru son mari, Herb Baumeister, quand il a dit qu'il appartenait à un squelette de l'école de médecine appartenant à son père anesthésiste. Le fils du couple a été le premier à découvrir le crâne, ainsi qu'une pile d'autres ossements enterrés dans le jardin. Julie explique que les ossements ont rapidement disparu après que son fils les a déterrés et qu'elle a simplement supposé que des animaux les avaient emportés. De toute évidence, elle n'était pas trop préoccupée par l'incident, car elle a déclaré « Ce n'est pas comme si j'étais assise à la maison et que je n'avais rien d'autre à penser. » En 1993, la police d'Indianapolis a commencé à enquêter sur les disparitions de plusieurs homosexuels. Il a déclaré à sa femme que les autorités l'accusaient à tort de vol et lui a ordonné de ne pas les laisser fouiller leur maison. Lorsque Herb est parti seul en vacances en juin 1996, la police s'est présentée et a demandé à Julie l'autorisation de fouiller la propriété, ce qu'elle a accepté. Ils ont trouvé les corps de 11 hommes et ont identifié 8 d'entre eux.
Lorsque Herb a découvert qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui, il s'est enfui dans l'Ontario, au Canada, et s'est suicidé. Il a laissé derrière lui une note dans laquelle il blâme ses problèmes de mariage et ses difficultés financières sans jamais admettre les meurtres. Julie a quitté la ferme Fox Hollow. Elle a déclaré lors d'une interview « Notre plus grande question est maintenant de savoir comment il a pu nous aimer et faire cela. » Notre liste se termine par Linda Yates, qui soupçonnait son mari d'être infidèle, mais qui a été complètement choquée de découvrir qu'il était en fait un tueur en série. Robert Yates et Linda Yates. Linda et Robert Yates ont été mari et femme pendant 26 ans et ont eu 5 enfants. Pendant cette période, Robert a assassiné entre 13 et 18 personnes, pour la plupart des jeunes femmes ayant des problèmes de drogue ou travaillant dans l'industrie du sexe. Linda se doutait bien que son mari préparait quelque chose, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il était un meurtrier. Linda a découvert que Robert séjournait souvent dans un motel local payant à Spokane, Washington. Lorsqu'elle a confronté son mari, il a prétendu utiliser le jacuzzi du motel pour soulager ses articulations douloureuses et a nié avoir des invités dans le motel avec lui. Les soupçons de Linda se sont confirmés lorsqu'elle a remarqué du sang dans la camionnette familiale. Son mari lui a dit qu'il avait heurté un chien et l'avait placé dans la camionnette, avec l'intention de se rendre chez un vétérinaire. Elle a également remarqué que le couple était souvent à court d'argent et que Robert retirait de grandes quantités d'argent aux distributeurs automatiques. En outre, il laissait du matériel pour adultes dans la maison. En avril 2000, les autorités ont arrêté Robert, soupçonné d'avoir commis plusieurs meurtres. Quelques mois après son arrestation, Linda a rendu visite à son mari en prison pour tenter d'obtenir des réponses. « Je veux savoir pourquoi, comme n'importe qui d'autre, dit-elle à son mari. Et comment tu as pu faire ça et être encore marié avec moi ?» Robert n'a pas donné de réponse à sa femme. Lors d'une interview ultérieure avec Dateline, l'animateur a demandé à Linda comment elle avait pu ne pas voir les signes. Elle a répondu « Mais vous voyez, vous êtes si proche de quelqu'un que vous ne le voyez pas. » Linda a finalement dû faire face à la dure réalité de la double vie de son mari lorsque la police l'a contacté pour lui annoncer qu'un corps avait été retrouvé dans son jardin, devant la fenêtre de sa chambre. Les Yates n'ont cependant jamais divorcé, car leur mariage était illégal. Robert avait déjà épousé sa première femme lorsqu'il s'est marié avec Linda. Le tribunal a donc annulé leur mariage. Les femmes de ces tueurs en série ont subi un choc et un chagrin inimaginables, certaines restant aux côtés de leur mari, d'autres s'échappant avant qu'il ne soit trop tard. Quelle histoire vous a le plus surpris ou attristé? Partagez vos réflexions et cliquez sur les cartes à l'écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes.